En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sort pas du bois. Il n'a pas annoncé qu'il serait candidat ou qu'il ne serait pas candidat à la magistrature suprême, à sa réélection pour un 4e mandat. Et je me tourne donc vers Jean-Paul Auro, journaliste ivoirien, bon connaisseur de la scène politique ivoirienne. Pourquoi Alassane Ouattara ne parle pas? S'il ne parle pas, c'est parce que tout simplement, il consent à ce que je pourrais dire, ses sympathisants, les cadres de son parti. Alassane Ouattara s'est débrouillé, vous savez, quand il arrive au pouvoir, pour transformer son organisation politique, le RHDP ou le RDR, en parti-État. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fonctionne. Voilà. La vie et la gestion du RHDP se confondent à la vie et à la gestion des affaires de l'État. Donc aujourd'hui, tous les ministres, tout le monde appelle à sa candidature. S'il ne dit pas non, c'est que Ouattara est candidat. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Qui se tait consent? Ouattara était chef, ce n'est pas... C'est pas un chiffon, un chef n'est pas un chiffon, comme on dit à Abidjan. C'est pas un chiffon pour qu'il ait une pression extérieure. Et tout le monde sait que le président de la Côte d'Ivoire ne supporte pas une supposée pression pour l'amener. Si aujourd'hui le président Alassane Ouattara, à 10 mois des élections, n'a pas encore désigner son dauphin ou celui qu'il veut, c'est parce que lui-même il veut rempiler. Ça, il veut rempiler, mais dans une atmosphère où il y a plein de points d'interrogation. Laurent Gbagbo n'est toujours pas éligible en raison d'une décision de justice spéciale. Charles Blé Goudé non plus, Guillaume Soro non plus, Tidjane Thiam, on ne sait même pas vraiment. Est-ce que finalement les élections de 2025 ne partent pas pour être aussi heurtées que celles de 2020? On peut observer, comme tu le dis, Théophile, que ce qui se présente, ce qui augure de 2025, ça va certainement, on risque d'avoir connaître des moments de convulsion en Côte d'Ivoire. Vu qu'aujourd'hui, l'opposition est vent debout, le PPACI de Laurent Gbagbo, depuis la dernière arrestation d'un des leurs, le jeune cyberactiviste Gala Koulebi, le président exécutif d'Ano Djedje du PPACI, est sorti clairement. Il a dit c'est fini, nous ne serons plus faire, nous n'allons plus nous taire. Nous sommes en train de réfléchir pour maintenant entrer dans l'action sur le terrain. Quand on voit Tidjane Thiam qui devient PDCI, qui devient de plus en plus virulent à l'endroit du pouvoir et de la gestion du président Alassane Ouattara, dont on présente le programme comme inattaquable. Lui, il attaque. Quand on voit un Jean-Louis Billon, le premier, je dirais, après l'État de Côte d'Ivoire, en tant que patron du groupe Civca, le premier employeur de Côte d'Ivoire, 37 000 salariés dans son groupe, et se lever et aujourd'hui se plaindre et attaquer la gestion du pouvoir de Ouattara, dit que la quasi-totalité de l'économie ivoirienne est dans la main des étrangers. Quand on arrive à ce stade où les positions se durcissent, se radicalisent, et l'opposition, sans sourciller, qui attaque clairement et lève de sévères doutes sur celui qui va organiser les élections, c'est-à-dire la CEI. Moi, je pense que la Commission électorale indépendante, toutes les conditions, tous les ingrédients sont en train d'être réunis pour une situation certainement peut-être explosive. Et récemment, on a écouté le discours du président de la République. Il n'a pas laissé planer même la possibilité qu'on aurait une élection inclusive. Il déroule son narratif sur un monde quasi enchanté. Voilà. Pour lui, non, on aura des élections apaisées. Pourtant, les Ivoiriens, l'opposition réclame une élection inclusive, que tout le monde y aille, celui qui a gagné, il a gagné. Donc voilà, aujourd'hui, moi, quand je vois cette situation, l'opposition qui est vent debout, le pouvoir qui bande les muscles, parce qu'aujourd'hui, il y a Dosso Charles Rodel, qui est ancien ministre de Laurent Gbagbo pendant l'entre-deux présidents, qui est emprisonné. Il y a un autre militant associatif qui sont emprisonnés pour avoir manifesté lors des événements de la vie chère. Un cyberactiviste qui est emprisonné parce qu'il aurait dénoncé un certain nombre de sévices subis, de tortures subies par un ancien pro-Gbagbo en prison. Toute cette atmosphère-là laisse beaucoup de doutes sur une élection. 2025 sera chaud. 2025 sera chaud. Espérons que ce ne sera pas le cas.
Est-ce que c'est une malédiction, les élections en Côte d'Ivoire? Il n'y a jamais eu, depuis 1960, des élections qui sont bien passées en Côte d'Ivoire. Si, on a eu les élections de 2015. Multipartites qui se sont bien passées. C'est-à-dire, en 2015, il n'y avait pas... les différents camps n'étaient pas représentés. Le camp Gbagbo n'était pas représenté. Si, mais il n'était pas en odeur de sainteté. C'est-à-dire, la glorieuse incertitude des urnes, plus un verdict qui n'est pas sujet à contestation, plus une passation de service de charges harmonieuses entre deux hommes. En Afrique, on a eu ça beaucoup, mais en fait, en Côte d'Ivoire, jamais. Quand on sort d'un débat Cameroun, j'ai envie de relativiser un petit peu tout ça, parce que au moins il y a eu des élections où alors peut-être que ce n'était pas totalement inclusif et que tout le monde ne pouvait pas se présenter à ces élections, mais je pense que quand même les Ivoiriens sont capables et sont libres de faire leur choix de manière plus ou moins indépendante. Je suis d'accord que effectivement, si Alassane Ouattara avait prévu de se faire remplacer par quelqu'un, il aurait déjà préparé un dauphin depuis longtemps, et que aujourd'hui on est quand même trop près de l'échéance électorale pour voir tout d'un coup émerger quelqu'un et prendre sa suite. Moi, je loue juste le fait que s'il y a des élections libres et indépendantes, les Ivoiriens pourront faire leur choix. Maintenant, la situation économique, certes, peut avoir l'air florissante vue d'ailleurs, mais avoir une économie autant tenue par des intérêts capitalistes étrangers, des intérêts des multinationales en l'occurrence, c'est quand même un peu inquiétant pour l'avenir. C'est qu'on se gargarise d'avoir des autoroutes, comme le disait Wilfried tout à l'heure, d'avoir de grands bâtiments, grands et beaux bâtiments, mais on ne pense pas au mécanisme économique que ça entraîne en termes peut-être de dette dans l'avenir, à terme. Alassane Ouattara a justement dit que la Côte d'Ivoire était bien moins endettée que les autres pays de l'UEMOA. Ce qui est vrai, mais parce que aussi le désendettement a commencé beaucoup plus tard que les autres. Voilà, donc, mais la logique de l'endettement, le cycle endettement, désendettement, réendettement des pays d'Afrique, c'est une mécanique. Le Ghana était il y a encore quelques temps dans une très bonne santé. La Côte d'Ivoire est sur le même chemin, mais ce ne sera pas à Ouattara, à mon avis, qui en souffrira. Wilfried, quel regard tu portes justement sur cette année électorale qui s'annonce en Côte d'Ivoire? Ouais, disons que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui partagent... Le même mois, il y aura des élections. Oui, c'est deux pays qui dans les deux belles familles. C'est deux pays qui partagent une frontière commune, mais invisible. C'est assez incroyable, vu la distance qui nous sépare. Il y a des destins, les destins sont liés. Une frontière de gueule, on va dire. Oui, dans une mécanique assez impressionnante. Et même le cafouillis dans cette problématique électorale. Autant on a un dinosaure à la tête du Cameroun qui confond 92 et 29, autant en Côte d'Ivoire on a, c'est-à-dire ce que j'aime appeler le boulgui-boulga. Déjà au sein de l'opposition, ce n'est pas facile. Ouattara, qui évidemment, moi je me mouille, je n'ai aucun problème avec ça, va se représenter à nouveau. Il ne se voit pas du tout parti. On voit le narcissisme dans la personne. Comment est-ce qu'il a renommé le camp de Port-Boué? Ouattara, Thomas Dakin, comme par hasard, il a pris le nom d'un général. Comme par hasard, il a pris c'est-à-dire de tous les chefs d'état-major qu'il aurait pu choisir, il a fallu que ce soit un autre Ouattara. Alors, passons dessus. En tout cas, il va se représenter. Il n'a pas cherché un numéro 2 au sein du RD, au sein du RHDP. C'est lui, et ce sera lui. De la même manière qu'il a dit que c'était lui quand Amadou Gon Coulibaly est décédé. Il y avait moyen de montrer que à l'intérieur du RHDP, quand même, c'est une coalition de partis. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est frais, qui a bien assimilé les leçons de Ouattara et qui peut être encadré, mais maintenant exercer la pratique du pouvoir. À ce moment-là, Ouattara a dit c'est moi. Il a dit c'était un cas de force majeure. Oui, et le cas de force majeure. Emmanuel Macron a dit la même chose. Oui, incluait que forcément ce sera lui. Et donc, du côté de l'opposition, évidemment, il joue un jeu dangereux. Vous l'avez dit, monsieur, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, il crée beaucoup d'incertitudes. Autant je n'étais pas trop surpris par la disqualification de facto de monsieur Guillaume Soro ou encore de Charles Blé Goudet, qui est peut-être moins puissant qu'il ne le croit lui-même. Autant jouer ce jeu contre le PPSI de Laurent Gbagbo, ce n'est peut-être pas la chose à faire. Autant également le FPI,
qu'il y avait déjà un problème au moment de la dislocation où le PPSI est justement né en en 2021. Aujourd'hui, on a un FPI de M. Effi N'Guessan, un FPI de Jean-Louis Billon. C'est pas très... Un PDCI de Jean-Louis Billon et de Tidiane Cham. En fait, c'est compliqué en ce sens où, même au sein de l'opposition, il n'y a pas une vision claire de quelqu'un qui challengerait avec la plus grande probabilité de réussite Alassane Ouattara. Et il joue un peu de ça. Forcément à Alassane Ouattara. Il joue un peu de ça et en même temps, le jeu, il est dangereux parce que rien ne dit que Tidiane Cham et Jean-Louis Billon ne vont pas se rabibocher dans une logique de convergence d'intérêts. On veut se débarrasser d'Alassane Ouattara. Rien ne dit, Pascal Effi N'Guessan l'a d'ailleurs évoqué il y a quelques semaines, une possibilité de main tendue au papa d'hier avec qui on s'est un peu embrouillé, Laurent Gbagbo. Donc en fait, il y a la même incertitude que dans le cas du Cameroun, certes dans une autre logique. Il y a le même jeu dangereux d'un côté de Paul Biya qui veut utiliser les mêmes mécanismes de fraude électorale en comptant sur la docilité de l'opposition, et du côté de Alassane Ouattara qui veut utiliser le même mécanisme de musellement des candidatures en se disant que ce qui s'est passé dans les années 2010 à partir des années 2010 et qu'on le regardera faire... Ouais, alors on va bientôt terminer cette émission. Juste un petit mot sur la Guinée de Mamadi Doumbouya, où il y aura des élections. En tout cas, dans les pays de l'AES, rien de tel n'a été annoncé, mais en Guinée, si. Alors, tout semble indiquer que Doumbouya, accusé de nombreuses violations des droits de l'homme, sera candidat. L'époque des militaires qui venaient balayer la maison et rendre le pouvoir aux civils, elle est terminée. On est arrivé là, Fabrice. 30 secondes. Ce qui est dommage pour la Guinée, c'est cette révision constitutionnelle et le fait que l'opposition, malheureusement, soit impactée, parce que je rappelle qu'il y a eu la suspension de 50% des partis d'opposition et les hommes en treillis peuvent avoir un effet salvateur selon qu'on pose un regard appréciatif ou un effet totalement destructeur sur la démocratie. Je trouve qu'en Guinée, c'est en train de prendre un tournant qui n'est pas très rassurant pour l'avenir. Jean-Paul. Pour moi, au début de la prise du pouvoir par Doumbouya, m'avait fait espérer, j'avais pensé à l'époque à Jerry Rawlings au Ghana. C'est vrai, sa prise de pouvoir. Il est grand de taille. Voilà, au Ghana, ça a été brutal, ça a été violent, mais il a tordu des bras, il a fait les choses. Et au sortir, on a un Ghana aujourd'hui que tout le monde apprécie. On a un Ghana aujourd'hui qui est une république, je dirais, dont les institutions fonctionnent. Moi, j'avais espéré ça de Doumbouya, mais en réalité, tel que je vois les choses avancer, je me dis, c'est les mêmes, c'est bis repetita, c'est les mêmes choses qui se répètent. Il a pris le pouvoir par conviction, pas pour remettre la Guinée sur la route en réalité. Il voulait profiter et jouir du pouvoir comme tous les autres. Wilfried. Oui, Diendéré, Doumbouya se rapproche davantage de Diendéré que de Rawlings. Non, moi j'avais pensé au début, mais après j'ai déchanté. Oui, et le gros problème justement, il n'y a pas de vision claire. Il a pris le pouvoir, il a renversé Alpha Condé, mais voilà, on ne sait pas pourquoi il a renversé Alpha Condé. Il avait promis le référendum, la réforme et le recensement pour l'année 2024, ça n'a pas eu lieu. Il le promet pour 2025. On va dire cela fait quand même partie des coups d'État plus ou moins approuvés ou des coups d'État appréhendés avec docilité par les officines internationales qui l'ont d'ailleurs invité ici à la francophonie, le type de coup d'État que détestent les populations africaines parce qu'il n'apporte rien si ce n'est à celui qui a mené le coup d'État en question. Voilà, on observera tout ça. 2025 sera une année très importante politiquement en Afrique. Merci Wilfried, Fabrice et Jean-Paul, et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel.